Le sujet de cette semaine, ce sont les textures. Alors, nous devons les voir en partie parce que vous en aurez besoin pour le laboratoire numéro 5, puisque c'est ainsi qu'on affichera la carte sur le maillage qui représente les altitudes, enfin le relief, du lac de Hodgson et des collines qui l'entourent, enfin collines, petites montagnes qui l'entourent, pour nous permettre de donner un contexte au vol du planeur que l'on veut suivre. Alors les textures, on en a déjà pas mal parlé dans l'introduction du cours quand on faisait notre Tiny Renderer, euh, puisque pour afficher la tête de notre modèle avec le, tous les détails, eh bien, on avait utilisé des textures. Et je vous rappelle que les textures, le principe, c'est que en chaque sommet de notre maillage, on va stocker des coordonnées typiquement UV qui correspondent à la position de, de l'image qu'on doit afficher dans le triangle dans une image de texture qui est stockée à part. Donc pour savoir ce qu'on doit afficher sur ce petit triangle qu'on a sur la joue gauche de notre modèle, eh bien, il faut regarder quelles sont les coordonnées UV qui sont stockées à chacun des sommets et ça nous donne le triangle correspondant dans l'image de texture. Et UV, c'est pas choisi au hasard, c'est vraiment le nom typique qu'on donne à ces coordonnées. Donc X, Y, Z, ce sont les coordonnées dans l'espace 3D, donc les positions de nos points, alors que UV, typiquement, ce sont les coordonnées. Alors parfois UVW si on a des textures en 3 dimensions, mais en général UV, ce sont les coordonnées dans l'image de texture. Alors ça nous donne ce qui se passe au sommet. Au niveau du pixel individuel à afficher, on va évidemment devoir interpoler la position dans cette image de texture pour savoir quel point aller chercher dans l'image de texture. Et cette interpolation va évidemment être faite avec des coordonnées barycentriques. On l'a fait en détail au début de ce cours. Ça pose éventuellement des problèmes quand on zoome trop sur le modèle. Alors, quand on zoome de plus en plus, on se rapproche de plus en plus du modèle. Ce qui se passe, c'est qu'un texel, alors un texel, c'est le nom qu'on donne au pixel de la texture, il va se retrouver à couvrir plusieurs pixels de l'écran. Et ça, c'est embêtant parce que l'idée d'avoir une image de texture, justement, c'était d'avoir une description très détaillée de nos objets qui nous permettent de penser qu'on avait une résolution vraiment énorme. Mais si on zoome trop, ben, on voit apparaître les pixels de la texture qu'on appelle des texels. Alors pour éviter ça, ce qu'on va faire typiquement, c'est qu'on va interpoler bilinéairement, donc linéairement dans chaque dimension, dans l'image de texture. Mais ce n'est pas le seul problème, on peut aussi avoir l'autre problème qui est un dézoom excessif. Si on dézoome excessivement, donc si on s'éloigne de plus en plus de notre modèle, un pixel à l'écran va couvrir de nombreux texels. Donc pour savoir quelle valeur afficher sur notre écran, on ne peut pas juste aller chercher une valeur dans notre image de texture, on est censé aller chercher énormément de valeurs différentes et les moyenner. Sauf qu'aller chercher plein de valeurs et les moyenner, c'est une opération très chère et donc c'est gênant, c'est difficile. On n'avait pas du tout ce problème quand on avait fait avec le modèle de tête au début du cours, dans notre Tiny Render, parce que la résolution de notre image de texture était à peu près la même que la résolution à laquelle on affichait à l'écran. Et donc, grosso modo, on allait chercher un point et c'était bon. Mais il n'y a rien qui garantit ça. Et forcément, si on permet à l'utilisateur de bouger interactivement, s'il s'éloigne du modèle, on va dézoomer potentiellement trop. S'il s'en rapproche fort, on va zoomer trop. Donc les deux erreurs, enfin les deux problèmes sont possibles. Alors la solution à ce dézoom excessif, c'est qu'on va stocker plusieurs variantes de l'image. On va essayer de sous-échantillonner notre image, c'est-à-dire d'en calculer des versions avec moins de pixels, moins de résolution, et on va essayer de le faire proprement, et pour le faire proprement, on ne peut pas simplement prendre un point sur deux pour avoir deux fois moins de points, il faut lisser l'image avant de prendre un point sur deux. Ça, c'est un principe de base de l'échantillonnage. Si vous voulez prendre un certain nombre, enfin, si vous voulez représenter un signal avec un certain nombre de points,
eh bien, il faut qu'il n'y ait pas trop de haute fréquence dans ce signal, et donc vous allez le filtrer pour ne garder que les basses fréquences qui sont représentables avec le nombre de points que vous voulez utiliser. Donc on va devoir essentiellement faire des moyennes de Texel, moyennes plus ou moins pondérées. Et ça, c'est une opération qui est chère et donc difficilement compatible avec le fait de faire une visualisation interactive. Alors, une manière d'accélérer ce processus, c'est d'utiliser une image à plusieurs résolutions qu'on va précalculer. C'est ce que vous avez ici en bas à droite. Donc vous avez une image d'un satellite, et puis vous avez l'image en taille 2 fois plus petite en XY, et puis 4 fois plus petite en XY, 8 fois plus petite en XY, etc. Et du coup, vous avez plein de versions différentes de l'image, et quand vous avez une information à aller chercher dans cette image et que vous connaissez la résolution enfin la taille de votre pixel par rapport à l'image, vous savez à quelle résolution vous devez aller chercher votre texel pour que ça corresponde. Alors c'est pas beaucoup plus cher si vous comparez l'image simplement à haute résolution et puis y ajouter toutes les basses résolutions, ben ça coûte à peu près un tiers de plus en mémoire. Donc c'est très raisonnable et c'est une opération qu'on appelle le MIP mapping. Donc pour résumer, quand vous devez afficher un pixel, enfin vous cherchez à afficher un pixel dans votre image de rendu, vous calculez les coordonnées dans l'espace de texture auquel ça correspond, et puis ça vous donne une dimension de votre pixel dans l'espace des texels, dans l'espace de texture. Et puis cette dimension vous permet de choisir la résolution à laquelle vous voulez aller chercher. Alors éventuellement, vous pouvez prendre plusieurs résolutions de texture et interpoler entre ces résolutions de texture si nécessaire. Mais le fait d'avoir toute cette pyramide de toutes les textures possibles de l'image de texture, ça vous permet d'aller chercher directement quelque chose de très raisonnable. Évidemment, c'est moins précis que de faire exactement l'interpolation, mais c'est infiniment plus rapide et donc c'est très utile. C'est très utile, mais c'est pas parfait. Parce que si vous commencez à regarder votre modèle vraiment de travers, enfin en oblique, il n'y aura pas nécessairement un bon choix de la résolution mipmap. Parce que si vous regardez votre pixel en rouge à gauche, eh bien, si vous regardez sur quoi il s'étend au niveau de la texture qui est à droite, vous voyez qu'il s'étend sur énormément de texels en vertical, mais sur très peu de texels en largeur. Donc il y a 2 texels de largeur et à peu près 10 texels de hauteur. Et si on fait ça, la question se pose de savoir quelle mipmap on va choisir. Est-ce qu'on doit choisir celle où on a à peu près 2 texels en largeur ou celle où on a à peu près 10 texels en largeur? C'est pas du tout la même résolution, c'est pas du tout la même image dans toutes les images de la mipmap qui sont disponibles. Alors, si on veut permettre de faire ça, ben, une des solutions, ça consiste à stocker toutes les combinaisons de résolution selon les 2 axes de l'image de texture. Donc, on a l'image originale en haut à gauche, et puis à droite, juste à droite, c'est là, on a donc la même résolution en verticale, mais 2 fois moins de points en horizontal. Puis la même en verticale et 4 fois moins de points en horizontal, etc. Et puis dans l'autre sens, en dessous de l'image originale, on a une image qui a donc le même nombre de colonnes, mais 2 fois moins de lignes. La suivante a le même nombre de colonnes et 4 fois moins de lignes, etc. Et puis si on combine les deux, on a toutes les combinaisons possibles. Alors en faisant ça, mais ça nous permet de choisir plus de choses. Alors évidemment, c'est beaucoup plus cher en mémoire. On va utiliser à peu près 4 fois plus de mémoire. Et fondamentalement, vous n'avez pas vraiment le choix. Il faut que la carte graphique vous fournisse ça. Mais c'est une des optimisations que les cartes graphiques peuvent faire pour faire du rendu plus rapide. C'est de stocker une mipmap anisotropique. Alors comment est-ce que tout cela fonctionne en VTK? Alors on en a déjà un tout petit peu parlé dans la présentation où on refaisait le Tiny Renderer en VTK. Mais fondamentalement, ce qu'il y a, c'est qu'on va avoir un double pipeline pour arriver à notre acteur. On a un pipeline qui passe par le mapper et qui essentiellement gère la géométrie. Donc on a un dataset quelconque, ça peut être un VTK Polydata, ça peut être une structure de grid, ça peut être n'importe quoi, qui va servir d'entrée à notre mapper et puis qui va donner donc toute la géométrie à l'acteur. Et puis on a la texture
qui donc, elle, est une image, donc typiquement une image data, ou le plus souvent lu depuis le disque, mais pas toujours, on peut aussi les générer automatiquement, qui va passer dans une VTK texture, qui gère tout ce qui est MIP mapping, etc. Et qui, cette VTK texture, donc c'est un mapper spécialisé pour gérer des textures, quelque part. Et puis, de nouveau, ça arrive dans l'acteur. Alors, pour que tout cela fonctionne ensemble, il va falloir que notre dataset, donc notre géométrie, elle inclut en chaque sommet un attribut. Alors, un attribut, c'est donc getPointData. Et c'est un attribut, il s'appelle tcoords, donc texture coordinates. Donc, il va falloir écrire un VTK float array ou lire ou générer un VTK float array qui donne les coordonnées texture en chaque sommet. Alors, de nouveau, on a une seule coordonnée de texture par sommet en VTK. Ce qui veut dire que si, comme on l'avait dans le modèle Obj de la tête du Tiny Renderer, on a plusieurs éventuellement coordonnées de texture pour un seul sommet. En VTK, il va falloir dupliquer les sommets. Mais c'est pas grave, c'est possible. Alors, tout mettre ensemble, si vous vous souvenez, ça c'est un slide d'une présentation précédente, mais c'est pas très compliqué. Donc, ce qu'on avait essentiellement, c'était en entrée donc un lecteur quelconque. Alors, il y a beaucoup de formats disponibles dans VTK qui lisait l'image. On lui donne juste le nom de fichier. Et puis, la texture, qui est donc une VTK texture, qui prend en entrée la sortie du filtre de lecture de l'image. Et puis, quelque part en dessous, on a besoin de cette texture. Alors, dans le cas de notre tête du Tiny Renderer, c'est très simple parce que le fichier Obj stockait également toutes les coordonnées de texture. Ça peut être un petit peu plus compliqué si vous devez soit les générer, soit les écrire à la main. Mais les écrire à la main, c'est juste écrire un VTK float array avec les coordonnées UV en chaque sommet. Alors VTK Texture, donc c'est une sorte de mapper, mais c'est une sorte de mapper qui sert à gérer des textures et pas de la géométrie. Mais donc ça convertit quelque chose qui est au niveau du CPU, qui est une image que vous avez lue du disque, en quelque chose que vous pouvez passer à votre carte graphique. Et la texture, typiquement, elle est stockée dans la mémoire de la carte graphique. Alors il y a plusieurs choses que vous pouvez spécifier. Vous pouvez spécifier si la texture se répète. Donc essentiellement ce qui se passe quand vous donnez des coordonnées de texture au-delà de 1 ou en dessous de 0, parce que les coordonnées de texture sont normalement normalisées entre 0 et 1 pour U et pour V, quelle que soit la taille de l'image que vous fournissez. Vous pouvez dire si vous clampez ou pas, donc si vous donnez une valeur uniforme après. Vous pouvez dire s'il faut interpoler ou pas. Si vous n'interpolez pas, il prendra le point le plus proche. Si vous interpolez, il fera une interpolation linéaire. Ce qui évidemment est plus propre quand vous zoomez très fort. Mais par contre, c'est évidemment plus cher. Vous pouvez ajouter des lookup tables et des transformations si vous voulez. Alors, pour générer les coordonnées texture, il y a plusieurs techniques. Alors, dans le laboratoire, normalement, on va le faire manuellement. Donc, on va écrire nous-mêmes un float array. Et on va le passer à notre modèle avec getPointData, set tcoords. Mais il y a aussi toute une série de filtres disponibles dans VTK qui génèrent donc des coordonnées de texture en chaque sommet. On peut faire texture map to plane, texture map to cylinder, texture map to sphere. On peut aussi calculer des coordonnées à partir d'attributs de dataset, ou on peut le calculer à partir de fonctions implicites. On verra un exemple par la suite. Et puis éventuellement, si vous avez plusieurs textures, donc plusieurs définitions de coordonnées de texture, vous pouvez les mettre ensemble avec des VTK Boolean texture, si vous voulez. Alors, quelques applications possibles, outre le fait d'afficher une carte d'état-major suédoise en 3D. Une possibilité, c'est de faire du seuillage. On peut faire du seuillage en utilisant les textures. Donc, ce qu'on fait, c'est que notre image de texture va être simplement une image en une dimension. Donc, c'est une fonction.
où on va modifier l'opacité. Donc c'est une texture qui laissera passer simplement les couleurs telles quelles, mais par contre qui modifie l'opacité. Donc on va cacher des valeurs en dessous d'un certain seuil et les montrer au-dessus d'un certain seuil. Éventuellement, à droite, on ajoute une phase de transition où on va peut-être changer la couleur. Alors pour vous donner un exemple, ici on a fait ça, à droite on a une sphère, et cette sphère on l'a rendue partiellement transparente en utilisant des textures. Donc on a utilisé deux plans pour définir un... On a utilisé deux plans pour définir une fonction implicite de plans qu'on a mis ensemble. Et puis à partir de ces deux plans, on a donc dit que tout ce qui était en haut à droite de ces deux plans, ce serait transparent. Mais donc on n'a pas coupé du tout notre maillage. Le maillage, c'est toujours une sphère complète. Ce qu'on a fait, c'est que quand on affiche la partie du maillage qui est en haut à droite, on l'affiche avec une couleur absolument transparente. Mais on l'affiche quand même. Le code qui correspond, il ressemble à ça. Alors, vous irez le lire plus en détail dans les transparents. Mais essentiellement, donc on a des VTK planes, qui sont donc des fonctions implicites, qui nous permettent qu'on transforme en coordonnées texture avec VTK implicit texture coordinates. Et puis l'image de texture, donc c'est une image 1D, on va la lire avec notre VTK Structure Point Reader tmap. Alors éventuellement, on peut aussi les générer automatiquement, nos fonctions nos images de texture, avec des booléens. Alors on a la possibilité donc de spécifier ça en deux dimensions, éventuellement, où donc on a différentes zones de notre espace UV. Donc ici les RS, c'est la même chose. Donc on peut être in si on est tous les deux petits, out si tous les deux sont grands, in out or out in, et puis toute une zone de transition. Alors ça nous permet de faire ce genre de choses. On a utilisé donc comme coordonnées texture des cylindres elliptiques, deux cylindres elliptiques, un plutôt horizontal, un plutôt vertical. Mais dans les deux cas, la partie cylindrique vient vers nous. Enfin, la partie ovale vient vers nous. Et puis on affiche avec toutes les coordonnées de texture qu'on voit, toutes les images de texture qu'on voit à gauche. Alors, donc les fonctions implicites de cette fonction sont deux cylindres. Et en plus, on a des transitions qu'on a mises qui sont les bords noirs que vous voyez. Et donc, toutes ces sphères ont exactement les mêmes coordonnées de texture. Ce sont celles qui sont générées par les deux cylindres. Mais la map de texture change, simplement. Et cette map de texture, elle a été générée avec un filtre qui s'appelle VTK Boolean Texture, qui donc génère cette carte. Alors, vous pourriez aussi le faire directement sous format image, puis le stocker sur disque, hein, ça marcherait aussi bien. Mais donc en spécifiant donc toutes ces zones. Et toutes ces zones, on peut les spécifier. Alors il y a 9 zones possibles où vous pouvez spécifier à chaque fois la couleur, l'opacité, etc. Voilà. C'est l'essentiel de ce que je voulais dire sur les textures. La semaine prochaine, je vous montrerai comment ajouter de l'interaction dans VTK, écrire vous-même vos interacteurs. Et ce sera l'essentiel de ce dont vous avez besoin pour le Labo 5.